pour suivre ce sujet particulièrement intéressant et impactant. Très rapidement, je suis Pierre Smaguette, je préside la commission RSE que j'anime depuis maintenant 7 ans. C'est plutôt positif. Et pour vous parler du CIAN, je vais passer le micro à son président pour qu'il puisse vous exposer en 3 minutes ou 5 minutes, comme il le choisit, les activités du CIAN. Président. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magnifique lieu de l'Asafo, que je remercie de vous accueillir très gentiment, toujours dans ce beau lieu. Je voudrais juste vous dire un petit mot du CIAN parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui ne nous connaissent peut-être pas bien. Nous sommes une association qui a 50 ans d'existence et qui regroupe le secteur privé et les entreprises françaises essentiellement qui opèrent en Afrique. Nous avons 150 membres, nous couvrons à peu près 80% du business entre la France et l'Afrique. Et le chiffre d'affaires de nos membres est de 60 milliards d'euros en Afrique. C'est dire l'importance du continent africain pour nos entreprises. Nous sommes dans un contexte pas toujours très facile en ce moment. D'abord dans la relation entre la France et l'Afrique. Ensuite dans le contexte mondial qui est quand même marqué par une grande incertitude. Et enfin par quelques problèmes, mais nous avons l'habitude puisque nous sommes là depuis longtemps. Quelques problèmes qui continuent à perdurer en Afrique, et pas plus tard que depuis 3 jours, c'est évidemment la crise congolaise qui retient notre attention. Nous avons d'ailleurs ici des représentants qui vont subir quelques petites difficultés, mais on fait face, car la double caractéristique de l'entreprise française en Afrique, c'est de rester, de connaître bien, et beaucoup de nos membres sont là sur ce continent depuis plus d'un siècle. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on opère sur place, on s'installe, on ouvre des filiales, et donc on ne fait pas que exporter ou traiter un projet, on s'installe sur place et souvent dans des partenariats. D'où la nécessité de parler des PPP, bravo pour la transition. Et simplement, moi j'ai une petite question, je vois PPP à impact. Et moi, il m'a toujours semblé que nos entreprises, elles faisaient de l'impact, sans le dire. Puisque quand on crée des emplois, quand on paye des impôts, ou quand on fabrique des biens ou qu'on rend des services, on fait de l'impact. Et donc, il y a maintenant cette nouvelle notion, très à la mode, de PPP à impact, donc aussi il y a les good boys et les bad boys. Je pense qu'on est les good boys. Alors, donc, vous allez nous expliquer en quoi ces PPP à impact diffèrent d'un investissement normal, parce que nous, on est tout à fait prêts à les faire. On va vous écouter avec intérêt. Bonne matinée. Merci. L'idée étant de passer du statut de good boy à very good boy, very very good boy et very 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 good boy. C'est un petit peu tout le sujet et c'est une question de cadre de définition et c'est la raison pour laquelle je passerai d'ici 3 minutes la parole à Olivier Vibo. Je le remercie également pour nous accueillir aujourd'hui de manière à poser ce cadre sur les différents PPP qui émergent, PPP à impact, next level PPP, petit PPP en tout cas. L'idée est de sortir des très grands PPP qui apportent ou qui sont intrinsèquement liés à beaucoup de complexité et qui sont parfois voués à l'échec pour des raisons de gouvernance, de gestion des enjeux ESG ou ce type de dynamique. Là, l'idée, c'est de voir aussi ce qu'on peut faire sur des échelles plus petites et moyennes de 5 millions à 80 millions en synthèse, mais peut-être que les fourchettes peuvent changer en fonction des acteurs qui parleront. Et parmi eux, et je les remercie, nous avons aujourd'hui 4 grands experts sur ces sujets. Tout d'abord, Stéphane Lelux de Tactis, qui présentera de toute façon son entreprise lors de la première intervention, première question. Monsieur Follin du WAP, qui est l'association des PPP à travers le monde, qui dirige en plus le chapitre aéroportuaire. Doris, qui est experte, Doris Lofrabous, qui est experte sur les sujets et qui véritablement trace le sillon, la voie sur ces sujets. Et enfin, bien évidemment, Méridiam, dont on connaît l'implication sur le continent, mais également l'ingéniosité quand il s'agit de développer, de construire des nouveaux modèles avec Olivier. Une note de cadrage, des TDR, enfin, de quoi parlons-nous et comment est-ce qu'on va poser le débat? The floor is yours, comme dirait notre président. Merci, Jean-Samuel. Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes ici dans la grande salle de réunion du cabinet Asafo. Asafo, c'est un cabinet d'avocats international. 150 professionnels du droit des affaires implantés en Afrique, principalement.
puisqu'on est sur 3 continents, avec 8 bureaux, des professionnels qui travaillent quasi exclusivement sur des sujets portant sur le droit des affaires en Afrique. Donc, vous êtes bienvenus ici. Je suis très content de voir cette affluence. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés également. C'est un plaisir. C'est également une surprise. Alors, pourquoi une surprise? Parce qu'il y a quelques semaines, quand Pierre Samuel m'a parlé des PPP Impact, il m'a dit, ouais, je fais quelque chose sur les PPP Impact. Toi, tes PPP, on peut en parler. Je dis, OK. Mais en fait, comme Étienne Géros, je me suis dit, mais moi, je fais du PPP toute la journée. Et ben, pour moi, PPP Impact, c'est un peu comme un pléonasme. C'est-à-dire que tous les PPP sont censés avoir un impact. Donc, j'avoue que je ne travaille pas sur la problématique des PPP Impact, pour être honnête avec vous. Par contre, je travaille sur les PPP et mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des impacts. Alors, on parle de quoi exactement? Tout d'abord, on parle quand on parle des PPP, on a souvent du mal à trouver une vraie définition. Il y en a plein. Et ça fait depuis 20 ans que je parle des PPP. Et à chaque fois, je dis la même chose en introduction. Il n'y a pas une définition légale. Moi, je suis juriste, je remonte au texte, il n'y a pas une définition légale. Il y a plein de définitions, notamment qui ont été encadrées par les bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, on s'entend sur des définitions sur les PPP. Mais les PPP à impact, pour l'instant, ce n'est pas encore non plus consacré. Il y a des textes et on va y venir. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est un hasard, si c'est un choix du CIAN, mais aujourd'hui, finalement, on fête les 10 ans des accords de Paris, on fête les 10 ans des ODD, objectifs de développement durable. Donc, je pense qu'il n'y a pas un hasard, Pierre Sam, hein, tu confirmes, c'est l'anniversaire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, les ODD sont partie prenante à ces PPP Impact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier. Et donc, c'est pour ça que si vous voyez sur le slide, on dit que les PPP Impact, l'idée, c'est de mettre à profit ces investissements pour obtenir des résultats qui sont attendus pour apporter une vraie valeur ajoutée aux populations. Donc, c'est vrai que on a différents PPP aujourd'hui que l'on peut voir, surtout, par exemple, dans ce que j'appelle les services de base, l'eau, l'électricité, faire du off-grid, du mini-grid dans les villages, faire des systèmes d'irrigation qui ne sont pas reliés au réseau national. Tout ça, c'est des réflexions pour apporter les services de base aux populations. Le transport fait partie également des services de base qui peuvent avoir un impact pour les populations. Tout ce qui est enseignement, santé. Donc ça, c'est vraiment des PPP à impact qui sont fléchés, pour ce sujet. L'ODD 17, donc ça fait partie le 17e objectif de développement durable, précise qu'il est nécessaire de promouvoir les partenariats publics-privés, les partenariats avec la société civile pour renforcer les moyens de mettre en œuvre le développement durable. Donc, dans cette introduction, ce que je voulais juste dire, c'est que pas une définition légale, mais on entend tous PPP à impact, c'est les objectifs de développement durable, et c'est vraiment le point le plus important. On ne dissocie pas, on apporte à chaque fois dans la réflexion, quand on va travailler sur les programmes, quand on va travailler sur les contrats, on aura ça en tête, c'est est-ce qu'on est à impact, est-ce qu'on travaille dans le sens du développement durable, au sens de tous les accords de Paris, des accords de protocole de Kyoto et autres. Alors, comme je disais, j'ai été un peu dubitatif. Donc, le choix du titre sur ce slide, ce n'est pas de la provocation. Mais bon, je me suis dit, les PPP Impact, utopie ou réalité. Là, je vais vous donner un peu ma vision de celui qui travaille au quotidien sur des projets. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pierre Sam, je suis désolé, ce n'est pas quelque chose d'académique, c'est juste une réflexion. Donc, j'ai mis basiquement des points négatifs en disant, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues qui disent c'est un gadget. C'est pour se faire plaisir. C'est pour organiser des colloques. Ça se dit, hein. Je suis désolé, hein. Je n'ai pas la langue dans ma poche, je le dis. Ou des nationales. Et voilà. Et il y en a d'autres qui disent, bah non, en fait, c'est pas une utopie, c'est vraiment une vraie volonté. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé il y a 10 ans, aujourd'hui, ça se concrétise dans des vrais projets qui sont encadrés, etc. Alors, je vais commencer par les aspects un peu négatifs. Tout d'abord, pour dire que les ODD ne sont pas contraignants. C'est signé par les États membres de l'ONU, mais
so what? L'accord de Paris, on l'a bien vu il y a quelques jours, il a pris un coup. Donc ça, c'est un point négatif selon moi. Deuxième point négatif, souvent on pose la question quand on parle de PPP Impact bah oui, mais qui va supporter le coût? Alors, je vais laisser la patate chaude à Doris, parce que qui va en supporter le coût, c'est vraiment un aspect financier. Et quand on fait du PPP, il ne faut pas se leurrer, c'est une question majeure, c'est comment on va financer ça. Une autre réflexion, les législations nationales ne prévoient que trop peu les régimes pour les petits projets. Pierre Sam, tu as évoqué les petits projets. Les PPP Impact, ce n'est pas que les petits projets, mais clairement, je parlais par exemple des mini-grids, des choses comme ça, c'est des petits projets. Et c'est vrai que moi qui travaille sur les législations, il y a trop peu de pays qui prévoient un régime spécifique pour mettre en place des petits projets. Il y a le Sénégal qui a récemment, dans sa loi de 2021, l'a prévu, mais c'est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest, par exemple. On parle également de tout ce qui est décentralisation. Les petits projets, moi je pense tout de suite aux collectivités locales. Or, même s'il y a des textes sur la décentralisation, il y a rarement des moyens aux collectivités pour mettre en place ce type de projet, pour les financer, aussi bien en période d'investissement qu'en période de fonctionnement. Ces projets PPP sont souvent très centralisés, et ça, c'est également une limite au fait de mettre en place des petits projets dans des endroits reculés des pays. Enfin, la culture du projet PPP réplicable, c'est pas encore, comment dire, dans les textes. Excusez-moi, mais je reviens beaucoup, je travaille sur ces textes et je reviens. Le Sénégal, si, l'a prévu dans son accord programme, c'est-à-dire c'est faire en sorte qu'on va lancer, par exemple, un ministère des équipements va dire je vais faire 10 centres de santé dans une région et je vais le faire en PPP et donc c'est un contrat programme, c'est comme un contrat cadre et les sociétés vont appliquer à cet appel d'offres et les attributaires seront en charge de répliquer 10 dispensaires par exemple dans la région. Ça c'est intelligent, ça fait des économies d'échelle, on va plus vite et en termes de procédure c'est transparent donc c'est simple. Alors, les aspects positifs, tout d'abord, les entreprises privées, on sait qu'elles cherchent de plus en plus à contribuer à la réalisation des ODD. On sait que, par exemple, avec les directives européennes sur le devoir de vigilance, etc., il y a besoin de faire des rapports sur le développement durable pour les entreprises. Donc, contribuer aux ODD permet d'aller dans ce sens-là. Également, quand on fait un PPP Impact, finalement, ce n'est pas très difficile de faire un PPP, de dire, voilà, je vais mettre dans les critères d'attribution des critères sur l'impact sur le développement durable. Ça, ce n'est pas compliqué. On le fait. Finalement, on le fait, mais on pourrait le faire encore plus. Et puis, réflexion, c'est de dire que sur le long terme, les avantages pour les populations devraient compenser les surcoûts des PPP à impact par rapport aux PPP traditionnels. C'est un investissement à long terme, il faut y croire, et comme les PPP, c'est très politique, et finalement, on s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut persuader les politiques qu'il faut un investissement à très long terme. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Dernier slide. Un défi à relever de manière coordonnée, parce qu'effectivement, si on va dans tous les sens, les PPP Impact ne seront pas consacrés par des textes, consacrés par des habitudes de travail, de mise en œuvre de ces projets. Et là-dessus, j'évoquerai le travail de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU, qui a fait beaucoup de travail. Doris, je crois que tu as travaillé avec cette commission particulièrement, qui a fait beaucoup de travail là-dessus pour essayer de mettre en place une réflexion et de faire ils ont rendu des livrables après avoir travaillé et dégagé 5 grandes catégories de résultats attendus par rapport au PPP Impact. Donc, je vous laisse découvrir sur le slide. Des principes directeurs, dégager des bonnes pratiques. Et on est ressorti de ce travail colossal un guide qui s'appelle Normes relatives au cadre juridique des concessions et PPP axés sur la réalisation des ODD. Ce rapport, ce guide qui s'appelle, on parle de normes, il est disponible, il est en ligne. Et je vous encourage à le télécharger parce que ça vous donnera vraiment un bon aperçu des recommandations faites par cette commission d'experts qui, à mon avis, fait un travail tout à fait bénéfique pour démocratiser la notion de PPP Impact. Merci, Pierre Sam. Merci beaucoup, Olivier. C'est vrai qu'en fait, il y a peut-être un point au préalable à partager, c'est cette définition de l'impact, de quoi on parle en termes d'impact.
et en quoi la gestion d'impact ou la recherche d'impact va notamment contribuer aux objectifs de développement durable. Il y a finalement trois typologies d'impact. Je suis assez réducteur, puisqu'en fait, c'est une matinale, on va pas passer trop de temps. Mais il y a de manière générale les impacts négatifs, bien évidemment, que sont par exemple les émissions de gaz à effet de serre ou le prélèvement de ressources naturelles comme l'eau, ce genre de choses. Ce sont des impacts négatifs qui peuvent être régulés ou que l'on peut gérer de manière intentionnelle, volontaire, au titre de la RSE notamment. Mais très clairement, c'est l'empreinte qu'on laisse et qu'il s'agit de traiter. Il y a ensuite les impacts intrinsèques ou régulés, dont Étienne Duros parlait il y a peu. Intrinsèque et régulé, c'est tout simplement l'impact des activités économiques en tant que telles. Vous ouvrez une usine, il y a 200 postes, il faut recruter 200 personnes. Voilà, en effet, vous avez un impact socio-économique fort, c'est ce qu'on appelle les anciennes contributions socio-économiques, mais c'est très lié à l'activité ou à la régulation, payer ses impôts. C'est normal, c'est pas toujours le cas, mais c'est normal. Et ensuite, il y a ce que la finance à impact appelle justement l'impact positif, c'est cette recherche d'impact additionnel, volontaire, mesurable et communicable. Voilà, et je pense que là-dessus, il y aura probablement un partage autour de ces sujets, de ces notions, et c'est véritablement la nouvelle définition de l'impact RSE, cette articulation entre la volonté d'avoir un impact positif de manière décorrélée. Si je reprends l'histoire de l'usine, vous décidez de passer votre usine de 39 heures à 35 heures, ça veut dire que vous avez un impact sur la qualité de vie des personnes, tout simplement, payer 39, bien évidemment, 35, payer 39, sinon c'est pas drôle. Vous avez une qualité de vie sur l'ensemble de vos collaborateurs et vous avez vous êtes obligé en plus de recruter 16 personnes de plus pour combler la chaîne horaire. Donc, vous avez en fait deux impacts positifs et qui sont intentionnels, additionnels et volontaires de votre part, puisque c'est le choix de votre politique RH en la matière. Voilà, on s'affranchit des régulations et va au-delà. Voilà, et pour rajouter de la confusion, parce que sinon ce n'est pas drôle, on a en plus une diversité de termes derrière ces PPP. Les People First PPP dont on a parlé là, qui vont être orientés en priorité vers les populations, et c'est là qu'on va retrouver en effet certains éléments d'accès à l'eau ou de développement du secteur hospitalier. Les Next Level PPP, hein, et voilà, nouvelle version, c'est les PPP 3.0, 5.0, ou encore les petits PPP et les PPP Impact. L'ambition pour en parler, c'est d'avoir justement ces échanges, notamment autour de la vision de nos différents acteurs autour de la table, qui en général se rejoignent, puisque avec les ODD, tout le monde se rejoint, mais de leur laisser justement le libre champ pour qu'ils partagent leur vision sur le sujet de manière assez libre et assez speed. Et c'est pour ça que je partage toujours les questions. C'est pour que les éléments de langage soient rapides. Et je commencerai bien évidemment par questionner Doris sur le sujet, ta vision liée à ton expérience. Ça marche? Non. Nico, le plus près possible. Voilà. Parfait, bon, c'est bon. Merci Pierre-Samuel, merci déjà de cette invitation, merci au cabinet Asafo, merci aussi de me donner cette possibilité justement de partager le savoir. Donc, je m'appelle Doris Chevalier, je dirige un cabinet unipersonnel qui s'appelle Infraboost, que j'ai monté il y a maintenant 10 ans, après plus de 30 ans de carrière dans le financement de projets. Donc aujourd'hui, je fais du financement dans le domaine des infrastructures, du financement de projets, du financement de sociétés, ce qui est un petit peu différent. Et j'ai aussi cette partie de travaux pour des institutions. Donc je suis membre du bureau des PPP des Nations Unies. Je suis observateur et je représente le secteur privé. De ce point de vue, oui, alors effectivement, merci Olivier, j'ai participé à tous ces travaux sur les PPP. D'où c'est venu, c'est le fait que le PPP est un outil dont on ne peut pas se passer dans le cadre du développement des infrastructures. On ne peut pas parce que les infrastructures, c'est des montants énormes qui servent sur du transgénérationnel. On est sur plusieurs générations. Quand vous construisez un hôpital, un métro, une ligne ferroviaire,
Vous voulez que ça soit là dans 50, 60 ans, etc. Donc, vous avez besoin de penser transgénérationnel et vous avez face à vous un mur de dépenses qui est énorme. Donc, c'est comme quand vous achetez une maison, ben, vous la payez sur la durée. Donc, c'est exactement le même principe. C'est un outil dont on ne peut pas se passer. On l'a usé et on en a usé et abusé. Moi, j'ai financé plus de 20 milliards de projets dans ma carrière, donc voilà, un petit peu partout dans le monde. On a basculé à un moment donné avec cet outil vers une ultra-financiarisation parce que ça marchait tellement bien. On s'est dit, on va titriser, on va en faire un outil de marché, on pourra lever plus de dettes et on pourra atteindre les fameux objectifs de trilliards d'euros qu'il faut pour les infrastructures. On s'est perdu en cours de route, on s'est perdu et on en a fait un outil excessivement financier. On a remplacé les investisseurs qui étaient les sociétés par des investisseurs qui sont des fonds d'investissement, qui ont une autre logique. On s'est perdu, on a oublié l'objectif sociétal du projet. Et on est rentré dans une logique où on ne regardait plus forcément les éléments, la base des projets. Et il y en a quelques-uns qui ont commencé à mal tourner. Et on a voulu jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on a dit le PPP, on arrête, c'est pas bien, PPP bashing, c'est horrible, ça endette les pays, c'est affreux, il ne faut pas faire ça. Alors, travaillant pour les Nations Unies, vous faites comment? Quand vous avez un objectif de développement d'infrastructures et que vous n'avez pas l'outil, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes bien obligé de faire une introspection et c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans en se disant, OK, puisqu'on s'est perdu, on va se retrouver et regardons, prenons point à point la problématique de ces PPP, regardons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, ces PPP à impact, alors, grand scoop, on ne dit plus PPP à impact, aujourd'hui on dit SDG PPP, en étant passé par ce qu'on appelle le People First PPP, ce qui parle à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on remet l'individu, on remet la société, le besoin sociétal en avant, en priorité du projet, avant, ce qu'on a fait pendant quelques années, la bancabilité. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis une financière, donc il faut quand même que le projet soit bancable et rentable. Mais ça n'est pas l'objectif premier, c'est un objectif qui doit venir du fait de la durabilité du projet. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on a, à partir de ces travaux, on a fait un certain nombre d'études, on a sorti des guides sectoriels, que ce soit pour le ferroviaire, pour l'eau, pour les routes, enfin, on a fait un peu tout, et on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon la modello, donc justement le texte dont tu parlais sur les standards à mettre dans les contrats pour que ça aille. Alors, c'est très bien, ce sont des standards, ça n'est pas quelque chose à répliquer fondamentalement, ce sont des principes qu'il seront nécessaires d'avoir quelque part dans la législation des pays pour y arriver. J'ai fait plein de PPP, et même en France, on n'avait pas de loi. Hein. Au début, quand on a commencé, on n'avait juste pas de loi PPP. Parce qu'on a deux notions fondamentales, qui est la notion d'enrichissement sans cause et la notion de respect de la signature publique. Et la signature du public engage indépendamment du gouvernement. Et donc ça ne doit pas être changé. C'est-à-dire quand un État s'engage à payer un pays, si le gouvernement change, on continue à payer, même si ça ne lui plaît pas. Et l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire qu'on ne demande pas plus d'argent que ce qu'on récupère en échange. Avec ces deux notions-là, on fait un bon PPP et Olivier nous fera des super lois. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, donc, on a mis en place ces projets, on a vu que ça avait un grand succès, ça partait très très bien, on a fait des sortes de compétitions de Word pour récupérer de la matière et des données, et on s'est rendu compte que beaucoup de pays, notamment les pays émergents, nous amenaient des petits projets. On avait les gros pays qui amenaient des très gros pays, des très gros projets. Moi-même, je dois reconnaître que j'ai fait la course aux très gros projets, il n'y avait pas assez gros pour moi. Le plus gros, c'était Tour Bordeaux, 8 milliards. 4 milliards de subventions publiques. Et je me suis réveillée un matin à me dire, mais ces 4 milliards, c'est mes impôts. Et ça va nourrir qui? 150 personnes. J'ai dit, mais quand même, avec 4 milliards, on devrait pouvoir réussir à nourrir un peu plus que 150 personnes. Et là, je me suis dit, bon, et si on regardait plus petit? Et si on regardait plus petit? Parce que, manifestement, le monde économique réel, en dehors de ma sphère parisienne ou internationale des PPP, ne vit pas dans cette dimension-là. On est dans beaucoup, beaucoup plus petit. Vous voulez faire une école au fin fond du Gabon, allez, avec 500 000 euros, vous en faites une déjà belle. On ne fait pas. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Et se poser ces questions-là. Donc, on a regardé ces tout petits projets qui, manifestement,
sont beaucoup plus nombreux et on s'est dit, OK, quelles sont leurs spécificités? Parce qu'ils ont certaines spécificités et c'est là où on en est arrivé à monter ce qu'on appelle maintenant les small scale PPP. Merci beaucoup. C'est très clair et ça positionne bien le sujet de débat. Tu aurais quand même pu nous prévenir un peu plus tôt dans le groupe. On a laissé maintenant ça des DJ PPP. Mais ça parle aussi, impact, ça parle. Enfin, voilà, il faut utiliser les mots qui parlent pour juste que dans le cœur des gens et dans la tête des gens, ils savent ce qu'ils vont faire. Parfait. Monsieur Follin, votre retour justement d'expérience sur ces sujets, sur ces enjeux, la vision que vous avez, puis on abordera ultérieurement les leviers, les freins pour répliquer justement tous ces sujets. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Océane, de m'avoir convié à cette table ronde. Merci à Olivier de nous accueillir. Et merci à tout le monde d'être là. Voilà, j'espère pas vous décevoir. En fait, je m'appelle Jacques Follin. Je suis membre du comité exécutif de WAP. WAP, c'est ce qu'on appelle la World Association for PPP Units and PPP Professionals. Au départ, l'objectif de WAP, c'est essentiellement d'aider les PPP units, généralement de pays en voie de développement, à réfléchir sur leurs objectifs en matière de PPP, prioriser leurs projets, et tout ça dans le respect de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les SDGs, chers à Doris. Voilà, et personnellement, j'ai une expérience dans les PPP, alors, essentiellement aéroportuaires, vous avez peut-être vu, je chair, c'est un grand mot, le sujet des PPP aéroportuaires au sein de l'association, en plus de mon rôle au comité exécutif, parce que je me suis occupé des activités internationales de l'aéroport de Paris pendant 22 ans. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer les sujets africains en long et en large. Les sujets mondiaux, mais notamment africains, et les difficultés à réaliser un certain nombre de projets, les faire aboutir, notamment avec mes amis de Méridien. Ouais. Alors, je crois qu'on a essayé de parler du sujet des PPP, Impact, PPP Next Level, People First, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de PPP sans inclure le sujet des objectifs de développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, dès qu'on réfléchit PPP, et tout le monde, dans le monde entier, dès qu'on réfléchit PPP, on réfléchit environnement, on réfléchit RSE, on réfléchit aspects sociaux. On ne peut pas éviter ce point-là. Et puis, le sujet important aujourd'hui, c'est que quand on voit les besoins, et Doris a évoqué le sujet, on est à plusieurs on dit quand même, bon, les milliers de trilliards, milliers de milliards de besoins pour atteindre ces objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Alors, l'objectif, c'est 2030. À mon avis, on va avoir du mal à y arriver. On s'aperçoit que rien sur l'Afrique, on doit être pas loin d'1 trilliard d'objectifs en matière d'investissement. On s'aperçoit aussi que les agences internationales, multilatéraux et compagnie n'ont pas les moyens de financer ces projets. Donc, le seul moyen d'arriver à financer ces projets, c'est au travers de l'investissement privé. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Et c'est probablement la meilleure manière d'y arriver, même si on a fait beaucoup de bashing, parce qu'au début, il y a eu, je dirais, un certain nombre d'investisseurs, un certain nombre de pays qui ont traité ces projets, je dirais, et de manière un peu brutale. Moi, je l'ai vécu dans le cadre des aéroports, où on a eu des structurations de projets qui ont fait qu'un certain nombre d'opérateurs, investisseurs ont gagné beaucoup d'argent. Alors, il y a eu un tour de flamme, comme toujours, mais je crois que la situation est en train de se régulariser. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, dans les différents types de projets que l'on traite, que ce soit les routes, les ports, les aéroports, les hôpitaux, qui sont les projets majeurs en matière d'infrastructure, on cherche dès le départ à construire des installations résilientes, durables et encourager l'innovation. Alors, j'ai fait le petit travail de voir quels étaient les objectifs de développement durable associés. Alors, c'est 9 et 11. Je ne les connais pas par cœur, je devrais, mais je ne les connais pas par cœur.
Donc, à chaque fois on va aller dans le sens d'un projet, on va réfléchir à ces objectifs de développement durable. Pareil pour les sujets les sujets de transition énergétique. Alors, c'est un point important, hein, notamment en Afrique, c'est un besoin essentiel. On cherchera évidemment à donner accès à l'énergie électrique, alors que ce soit au travers de fermes solaires, de parcs éoliens, de barrages hydroélectriques, qui sont vraiment des typologies de PPP que l'on retrouve de plus en plus, quelle qu'en soit la taille, alors pas les barrages, mais en tout cas les fermes solaires. Je crois qu'il y a des projets, je dirais, de type small scale PPP qui se développent, qui peuvent être envisagés, qui sont compliqués à mettre en œuvre, pour en parler. Les logiques de guichet ou de choses comme ça pour la tarification sont compliquées à mettre en œuvre, mais elles peuvent se mettre en œuvre. Je crois qu'il faut avoir la volonté de le faire, et je crois qu'on peut arriver à les mettre en place. Alors, on peut aussi parler de l'accès à l'eau et l'assainissement, qui est un objectif clair, c'est le numéro 6, parce que là, je le connais par cœur. Bon, il y a de nombreux projets qui ont été développés. Il y a aussi, et je dirais, c'est un nouveau point, le sujet d'innovation technologique et numérique, qui touche non seulement les services, sur lesquels on peut envisager des petits PPP. Je parlais récemment avec quelqu'un de projets justement, de collègues de tâches ou de choses comme ça, automatisées, grâce à des outils numériques innovants, mais qui aussi facilitent l'éducation. Et je pense que dans les zones reculées en Afrique, ça permet d'offrir un accès plus facile à l'éducation. Alors, on en reparlera sûrement, mais je partage totalement l'avis de Doris. Alors, il faut savoir que WAP travaille assez étroitement avec les Nations Unies. Donc, il y a des équipes de WAP qui travaillent avec Doris, notamment sur les projets de guidelines, au niveau global, mais également, et on en reparlera probablement un peu plus rapidement plus tard, au sujet des petits PPP, sur lesquels nous avons eu l'occasion de faire toute une année de webinaires, on appelle ça webinaire, c'est ça, de séminaires virtuels, concernant les petits PPP, et qui ont permis d'identifier un certain nombre de voies, un certain nombre de réflexions, qui vont être, je dirais, qui sont en train d'être packagées dans des guidelines, avec les Nations Unies, avec l'appui des Nations Unies, et qui devraient être publiés rapidement. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler, donc je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci, merci à toi. Et en effet, ça rentre dans les leviers de développement, la question 2, on va dire, sur le sujet. Et comme tu as parlé de numérique, je pense que la passerelle est tout trouvée pour demander à Stéphane, qui pour le coup, lui, est opérateur, eh bien, de partager sa vision de ces PPP à impact, SDG, PTP. Bonjour à tous, merci Pierre-Samuel, merci Océane, et puis merci aussi à SAFO pour cet accueil qui est en tout cas dans un endroit superbe. Et merci à on a la salle jusqu'à 19h. Donc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là, qui sont connectées, qui doivent s'inquiéter effectivement à distance de la durée qui va être effectivement donnée à cet échange. En tout cas, j'ai deux casquettes, alors je vais essayer de m'exprimer sur celle qui est la plus large. En fait, moi, je suis président d'un groupe de conseil qui s'appelle Tactis, que j'ai créé il y a 30 ans, qui, à l'origine, avec l'ouverture du secteur des télécoms et la concurrence, a accompagné la transformation du secteur en Europe, et puis progressivement est venu sur le continent africain depuis maintenant une vingtaine d'années. Vous m'entendez bien parce que... Non. Donc, Tactis est venu donc des télécoms progressivement vers ce qu'on appelle l'infrastructure numérique. Alors la différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dedans, on met les data centers, on met les réseaux de capteurs, les smart cities, vous voyez, ces capteurs, ces caméras qu'on met, tous ces senseurs, ces actionneurs qu'on met dans la ville, dans les territoires pour pouvoir, eh bien, en partie, mieux gérer les ressources, l'eau, l'éclairage, les transports, etc., etc. Donc en fait, Tactis, c'est un cabinet de conseil d'ingénierie de projet qui accompagne ces transitions, ces transformations numériques et environnementales. Donc, on est un petit peu plus de 70 personnes. On est basé à Paris, à Casablanca et à Kigali. Donc, plutôt, on va dire Europe-Afrique. C'est ça notre identité. Et une part importante de notre activité, c'est effectivement le mix hybride entre
la sphère publique et privée. J'aime le terme anglo-saxon de PPP parce que justement, il n'est pas restrictif, il n'est pas fermé, alors que quand on parle de partenariat en France, etc., on a tendance à vouloir trop le définir de façon limitée. En fait, c'est cet univers qui fait qu'on fait converger les intérêts publics et privés à travers des projets et des financements qui vont avec. Et ça c'est ma casquette Tactis. Alors pour terminer peut-être sur les chiffres, on a accompagné à peu près, sur les 10 dernières années, on a accompagné à peu près 5 milliards d'euros d'investissement dans ce secteur. Je suis par ailleurs vice-président de la filière française des infrastructures numériques, donc qui est le secteur qui regroupe les opérateurs, les câbliers, puisque on ne sait pas, mais la France est un des leaders européens dans l'industrie du câble, notamment les fibres optiques, mais aussi dans l'énergie. On a aussi des industriels, des équipementiers. Alors maintenant, on ne parle plus d'équipementiers français, mais on parle d'équipementiers européens. Vous connaissez sans doute tous Nokia, Ericsson, etc. Et puis la quatrième fédération des membres du comité stratégique de filière, que j'appartiens, c'est un FRANUM qui est issu de ce qu'on appelle chez nous le plan France Très Haut Débit, qui a amené notamment la fibre optique chez chacun d'entre nous. On est en train de parler depuis hier, l'extraction du cuivre, c'est-à-dire qu'on a commencé à désinstaller le réseau téléphonique qu'on a construit il y a 50 ans, parce que justement ce plan a été mis en place. C'est typiquement un partenariat public-privé, ce plan. En gros, c'est 1 milliard d'investissement où l'État a mis 3 milliards. Donc, l'État de et puis je ne vous dis pas combien ça rapporte en TVA, en impôts directs, indirects. On ne va pas regarder ça ce matin parce que sinon on aurait tous des maux de tête. Mais en tout cas, ça rapporte beaucoup plus d'argent que ça va rapporter à l'État, c'est certain. Et ça transforme fortement, en tout cas, le secteur. Ici, d'ailleurs, ce matin, je salue 3 membres de la filière, parce qu'on a Orange, on a Cyril Group et puis on a GVA, qui est filiale du groupe Vivendi, qui sont présents. Donc, c'est une filière qui est très active, qui est très présente, qui est très intéressée par ces montages. Et je les salue et les remercie d'être présents à mes côtés. Donc, en fait, cette filière est extrêmement à la fois présente en investisseurs privés, mais aussi active dans les montages de partenariats qu'on évoque à travers ce tableau. Alors, les PPP impact par impact, moi je dirais, je ne suis pas expert en PPP, hein, donc moi, je suis plutôt expert en numérique, en infrastructure, mais disons, pour nous, les PPP, c'est un instrument, parmi les instruments. Et moi, quand je discute avec nos clients, ce qu'on voit, c'est les projets qui sont impacts. Ce n'est pas l'outil qui a un impact, c'est la finalité du projet. Est-ce que le projet est un impact? Ça va dépendre de la nature de sa finalité, et plus que, je dirais, de l'outil qu'on va utiliser pour le faire. Enfin, ça, c'est... J'échange mon point de vue à chaud comme ça en vous écoutant, et je pense que pour nous, effectivement, l'impact, par exemple, c'est augmenter de 10% la connectivité mobile, c'est 2,5 points de PIB en plus pour un pays. Ça, c'est des chiffres de l'Union internationale des télécoms. Augmenter 10% de plus la connectivité fixe au débit Internet, c'est 1,5% de PIB en plus. Et 40% des ODD ne peuvent pas voir le jour s'il n'y a pas de connectivité numérique. C'est juste pour donner une composante, on va dire, un peu chiffrée dans la relation qu'on peut avoir avec la notion d'impact. Parce que c'est vrai que à la fois le numérique, c'est partout et c'est nulle part. C'est quelque chose qui, quand ça fonctionne, on ne doit pas le voir. Et malheureusement, en général, c'est quand ça ne fonctionne pas qu'on voit, parce que là, à ce moment-là, il y a un câble sous-marin qui est coupé. Par exemple, au mois d'avril 2024, au sud d'Abidjan, à Gambassane, vous avez 4 câbles sous-marins qui sont coupés par un séisme sous-marin. Quasiment la totalité des échanges financiers de la Côte d'Ivoire sont arrêtés pendant 24 heures. Vous ne pouvez plus faire de mobile money en Côte d'Ivoire parce que ces câbles sous-marins ont été coupés. Ça, c'est un impact. Et c'est un impact très concret sur l'économie du pays. Donc, le numérique est tellement pénétrant dans nos vies qu'aujourd'hui, la notion de résilience, la notion de disponibilité sont véritablement essentielles. Et j'ai pris un exemple négatif. Hein. Quand ça ne marche pas, c'est là où... Mais pour le coup, l'Afrique se caractérise par sa capacité de leapfrog liée justement au numérique et de dépasser des étapes technologiques qui permettent d'avancer beaucoup. Est-ce que... je laisse continuer avant de parler la salle. En tout cas, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt et de passion les exemples qui vous donnaient avant, parce qu'effectivement, ce que vous avez dit, par exemple, sur l'applicatif, le fait qu'on utilise
des PPP pour des services digitaux qui vont aller aider les États, par exemple, à moderniser leurs services publics par la collecte, tout simplement en transférant vers un partenaire privé la collecte d'une taxe ou d'un impôt moyennant la modernisation de ce service. Ce sont des choses qui sont extrêmement efficaces, voire même de créer des droits. Je pense notamment au Ghana où ils ont quasiment créé toute pièce la gestion du foncier qui n'existait pas et ils sont passés directement à la blockchain pour faire la gestion du foncier sur les téléphones mobiles. Ce qui, en France, si vous présentez ça à un notaire, vous allez vous faire insulter probablement et renvoyer par la première porte qui est venue. Donc on voit bien que ces big frauds sont permis par cette absence d'historique ou de solution et le fait d'apporter à la fois des solutions technologiques, une filière qui est capable de mettre en œuvre et des financements. C'est là où, pour nous, c'est un triptyque qui effectivement a de l'impact. Alors nous, dans les domaines de structure, parce que on parle des infrastructures, j'ai parlé des câbles sous-marins, on a les data centers, on a ce qu'on appelle les backbones terrestres, c'est-à-dire c'est les artères qui innervent les pays en fibre optique notamment. Vous avez aussi les réseaux, bien sûr, que vous connaissez tous, de téléphonie mobile qui viennent avec des services, les réseaux fibre optique qui vont de plus en plus dans les villes, amener de la connectivité à très haut débit dans des zones très très denses, où c'est beaucoup plus efficace de l'amener par des fils de fibres que par de la radio, y compris en Afrique. Et puis, bien sûr, après, les problématiques de couverture des zones, ce qu'on appelle les zones rurales, les zones villageoises, en général, on a une sorte de combo où on n'a pas d'électricité et pas de connectivité. Et donc, du coup, et puis pas de route, tout, enfin bon. Donc, enfin, pas de route asphaltée. Voilà. Et donc, en fait, on voit bien que nos préoccupations convergent souvent avec d'autres préoccupations on va dire de modernisation ou d'équipement. Et donc, on voit de plus en plus des projets hybrides émerger, notamment sur le continent africain. Alors, sur ce qu'on constate sur les besoins aussi en termes de chiffrage, pour avoir un ordre de grandeur, sur le continent africain, on considère que la mise à niveau en termes d'infrastructure sur la décennie qui est en cours, c'est un rythme à peu près d'investissement au-delà de ce qui est fait par le seul investissement privé. Les opérateurs déjà investissent chaque année plusieurs milliards de dollars sur le continent africain. On a à peu près 10 milliards par an d'investissement de rattrapage, enfin de mise à niveau, comme le disent la Banque mondiale ou la BAD. On a à peu près une dizaine de milliards de dollars à mettre sur la table tous les ans. Il est évident que la puissance publique seule, par capacité de lever ces montants. Du coup, comment on fait pour délivrer quelque chose? Après, les écueils et les freins, je dirais, ils sont... Les questions suivantes, ça c'est les questions suivantes. Ah, bon, d'accord. Je vais garder, tu pourras. C'est bon, on va faire des tours de table. Voilà, exactement. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais en fait, permet de passer la parole à Salim. Eh ben, puisque tu parlais d'investisseurs. Exactement. Comme ça, je reviendrai sur les écueils. Merci. Salim, s'il te plaît, pour avoir justement la particularité aussi d'un investisseur qui est très, très engagé sur le terrain dans ces investissements. Je vois notamment du côté de la CETRAG, votre engagement sur le sujet. Alors, votre vision à travers justement, notamment le programme TURF que vous pilotez. Bonjour à tous, merci également de m'offrir l'occasion de parler aujourd'hui, de présenter un peu l'expérience de Meridiam. Donc, je m'appelle Salim Ben Smaïl, je suis responsable d'un fonds chez Meridiam qui s'appelle le fonds TURF, qui est un fonds pour la résilience urbaine et qui se concentre sur le développement et l'investissement dans les projets d'infrastructures urbaines avec la recherche d'impact en termes de résilience sur les enjeux de résilience des villes. Bon, très rapidement, Meridiam, je crois que beaucoup de gens ici connaissent Meridiam, mais Meridiam, on est un fonds d'investissement spécialisé sur le développement, le financement et l'exploitation d'infrastructures greenfield, d'infrastructures essentielles. On a un peu plus de 20 milliards d'actifs sous gestion, principalement donc en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. On est des pionniers de l'investissement greenfield en Afrique. Et donc moi, je m'occupe du fonds TURF chez Meridiam. Je préciserai que avant de rejoindre Meridiam, dans une vie antérieure, j'ai passé 20 ans dans le secteur public à m'occuper des concessions et des PPP, à la fois en collectivité locale
locales à la mairie de Paris et au ministère des Finances, à la direction du Trésor, où j'étais responsable du PPP Unit de français et une structure qui s'appelle Finafra. Et je ne peux pas complètement oublier la culture et les convictions que j'ai développées en 20 ans dans le secteur public. Et donc, voilà, ma contribution à la discussion aujourd'hui sera un petit peu influencée aussi par cette expérience. Alors, l'avantage de passer un peu en dernier, c'est aussi un des avantages, c'est que je peux avoir préparé, comme vous nous y avez invité, préparé un certain nombre de choses à dire, et puis j'ai tellement envie de réagir, et puis peut-être aussi de mettre en scène les désaccords par rapport à des choses qui ont été dites, parce que c'est quand même plus marrant pour la discussion, et donc ça bouleverse un peu ce que j'avais envie de vous dire. Moi je ferai juste sur notre façon de voir, à partir de notre expérience, le sujet des PPP Impact, je dirais deux, trois choses. La première, c'est que je crois que ça a été dit en des termes assez diplomatiques, c'est d'abord que PPP Impact, People First PPPs, etc., il y a une logique de rebranding du PPP, qui est un outil ancien, des PPP au sens large, hein, concession, PPP, etc., et qui est un rebranding qui est tout à fait noble et intéressant parce qu'il se focalise plutôt sur les bonnes pratiques. À l'arrivée, les PPP, c'est des structures contractuelles, juridiques et des structures de financement, des montages, et ils sont apolitiques, vous pouvez les utiliser pour faire le bien, comme vous pouvez les utiliser pour financer des mauvais projets, des projets qui n'ont pas de sens socio-économique, des éléphants blancs, etc. Donc en fait, les PPP, ils sont à impact ou ils ne sont pas à impact, et là j'ai envie de aussi mettre en scène mon désaccord en disant les PPP, ils ne sont pas forcément à impact. De la même manière que être à impact, l'impact, c'est pas simplement le fait de créer des emplois, de créer une infrastructure, de créer une entreprise. Si c'était ça l'impact, ça serait trop facile. L'impact, c'est aller plusieurs crans plus loin. Bon, ça a été dit sur la manière dont on conçoit et on développe le projet en concertation avec les populations locales et les communautés qui vont être affectées par les projets. Et c'est aussi se creuser à la tête dans le détail pour évaluer les impacts environnementaux, sociaux de nos projets et à tous les stades de la vie du projet, de la conception jusqu'à la mise en œuvre des projets, chercher à maximiser l'impact positif des projets sur toutes ces dimensions. Donc voilà, l'impact, ça vient pas naturellement et je crois que c'est une discipline, une exigence particulière. Ensuite, alors évidemment, quand on est dans les infrastructures, c'est plus facile, on est plus confortable sur le terrain de l'impact parce qu'en général, les infrastructures, on parle d'infrastructures essentielles qui rendent des services essentiels à la population, que ce soit sur le plan économique, dans le transport ou dans l'énergie ou les infrastructures sociales. Donc on est d'emblée sur un terrain où on est assez confortable. C'est vrai que chez Meridiam, on a une discipline assez forte sur le type d'infrastructures qu'on finance. Il y a des secteurs où on ne dit pas qu'ils ne sont pas intéressants socio-économiquement, mais ils ne sont peut-être pas essentiels au sens où nous, on l'entend et ce n'est pas tout à fait le type d'actifs sur lequel on a envie d'aller. Je veux dire, si on pourrait faire des stades, on fait beaucoup de stades, des infrastructures sportives en PPP, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas aller sur ce type d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas utiles, mais c'est pas les sujets sur lesquels on a envie de se positionner. Et puis l'autre chose que je voulais juste évoquer, c'est on a dit les PPP impact, finalement c'est plutôt les petits PPP. Moi, je voudrais juste réhabiliter un instant les grands PPP qui peuvent avoir des impacts absolument essentiels, déterminants sur la vie des populations. Je pense par exemple à un projet que Meridiam a développé et qui est aujourd'hui en opération, qui est le BRT de Dakar. Donc qui est un système de transport de bus électriques qui est en train de révolutionner la mobilité urbaine dans une ville très congestionnée sur le plan du trafic à Dakar et qui va diviser et qui est déjà en train de diviser par deux les temps de parcours des populations qui doivent se déplacer d'un point des quartiers où ils habitent vers les quartiers où elles travaillent. Et ça, nous, on est tout à fait convaincus que ça a de l'impact. Et que ça a un impact essentiel. Donc, je voudrais juste réhabiliter le gros PPP et dire, juste pour un petit peu
voilà, mettre un peu de débat. Les petits PPP, évidemment, nous, on est pour. Si on peut faire des petits PPP au plus proche des populations, à des échelles plus petites, c'est évidemment important. Et c'est naturellement, pour moi, qui suis responsable du Fonds pour la résilience urbaine, c'est déjà un enjeu, parce que justement, une des ambitions derrière la création de ce fonds, c'était de créer un fonds qui serait entièrement dédié à des projets urbains qui ont tendance quand même à être oubliés par rapport aux grandes infrastructures structurantes nationales qui vont être portées par les États. Donc, on croit volontiers à ce sujet d'échelle, mais il faut quand même être conscient que si vous allez sur des projets à très petite échelle, c'est très rapidement pas efficace d'essayer de mobiliser du financement privé de long terme. Il y a quand même un sujet d'effet d'échelle, structurer ces projets, ça coûte de l'argent, et même pour des investisseurs, que ce soit des investisseurs en equity, en fonds propres ou des prêteurs, le fait de prendre des engagements sur la petite échelle, il y a un problème d'efficacité de ressources qu'on met. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ces choses-là, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on peut rendre les petits projets grands. Comment on peut massifier, comment on peut agréger les petits projets. Quand on fait de l'off-grid, par exemple, ça a été évoqué, évidemment, si vous faites un seul projet en off-grid, vous ferez plaisir, vous en ferez un, mais la question c'est comment on passe à l'échelle, comment on fait plein de petits. Et ça, vous le faites à travers des plateformes, créer des sociétés, et Meridiam, c'est comme ça qu'on est entré sur ce marché de l'off-grid en Afrique, où on va investir à travers une plateforme qui va créer des économies d'échelle et faire en sorte qu'on va être capable ensuite de déployer des capitaux privés à l'échelle de petits projets. Mais il y a tout ce travail à faire sur l'agrégation. Et donc, je voudrais juste dire, voilà, le petit PPP, c'est une ambition. L'enjeu, c'est comment on arrive à faire des petits projets, peut-être dans le cadre de plus gros PPP. Merci, en effet, c'est typiquement de concevoir quelque chose qui soit réplicable et c'est d'aller construire 5 à 10 hôpitaux dans la même démarche, dans la même dynamique et sur la base d'un PPP un peu plus global. Bon, j'ai eu l'occasion évidemment, et je suis assez d'accord avec cette réhabilitation aussi. Les grands PPP, je vais contribuer à la recherche de financement complémentaire d'un barrage hydraulique le financement était bouclé, donc il n'y a pas de souci, il était en cours, sauf qu'en termes d'accessibilité prix, l'électricité restait quand même un petit peu trop élevée, le coût était encore trop élevé pour les populations, donc on avait été chercher auprès de fondations philanthropiques des financements complémentaires qui ont permis, in fine, de baisser le coût unitaire de l'électricité. C'est ça, cette recherche d'impact complémentaire. On peut avoir un projet sur le papier, sur le terrain qui avance, mais si on veut optimiser l'impact, il faut aller créer peut-être de nouvelles dimensions. Avant de parler des perspectives de développement, des leviers positifs, Olivier, peut-être peux-tu apporter un mot ou un commentaire sur ce que tu as déjà entendu ou Non, j'abonde sur le fait que c'est pas que les petits projets, donc Salim, je te confirme. Dans l'assainissement, je sais que vous regardez beaucoup l'assainissement de votre côté. L'assainissement, par exemple, c'est typiquement un exemple. C'est des projets pharaoniques, mais l'impact, il est colossal. Donc, sur ce point, il n'y a pas de souci. Après, quand ça me dit oui, mais tous les projets ne sont pas à la recherche d'un impact, en fait, c'en est même dans les législations aujourd'hui devenu une condition. De dire en quoi, même au niveau de la fiche projet, c'est-à-dire quand vous venez voir une autorité contractante, quand une autorité contractante commence à mettre en place un projet, réfléchit sur un projet, ça fait partie des premiers items qu'ils doivent traiter et mettre dans leur fiche projet, c'est quel est l'impact. Dans la continuité des principes d'impact édictés par la Banque mondiale et les SFI qui justement pousse vers cette recherche d'impact. Voilà, il y a cette recherche d'impact. Et puis, il y a ce qu'on entend beaucoup parler, c'est le local content. Quand les législations nationales commencent à dire il faut que dans votre projet, il y ait un minimum d'entreprises locales, ou même sur certains projets, on va parler des petits projets, c'est même réservé aux nationaux ou aux régionaux,
quelque part, c'est vrai que on peut se poser la question si quelque part ça ne contribue pas à créer un environnement qui est favorable au développement durable. Parce que on va figer des opérateurs économiques dans des régions. Quand on fait des projets off-grid, on a beaucoup réfléchi à ces aspects-là. On fait des cartes, coupe un pays en quatre. On dit il y a 4 régions, on va donner à 4 concessionnaires d'exploitation de ces régions. Et ben, automatiquement, c'est vrai que c'est plus cohérent que l'opérateur qui vient tous les jours dans les villages changer les lampadaires, vérifier, etc. Et ben, que ce soit un opérateur local, ça a du sens. Ça a du sens et pour moi, ça va dans le sens du C'est clair. Je vais redonner la parole à Doris. On va garder le même échange entre les acteurs partenaires. Doris, justement, quelles sont les perspectives positives que tu vois? Quels sont les leviers qui doivent permettre d'accélérer cela au-delà du renforcement de capacité, qui est une constante sur le continent? Oui, alors c'est un des avantages des petits PPP, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de renforcement de capacité parce qu'on n'est pas très loin au final de l'artisanat. Et donc il y a des logiques de base qui se retrouvent. Sur les gros et les petits PPP, moi j'ai une position qui est assez simple, c'est deux mondes qui avancent en parallèle et qui se nourrissent. J'ai travaillé sur des projets en Afrique du Sud et on avait l'obligation sur ces très gros projets que la société de tête porteuse réinvestisse obligatoirement dans des petits projets à côté pour les faire vivre. Et donc d'aller nourrir des startups sur le côté sur des projets beaucoup plus petits, mais qui avaient aussi un impact sociétal. Pour moi, ce sont des mondes qui se nourrissent. De ma petite compréhension de l'Afrique, parce que je ne peux pas dire que je comprends l'Afrique, c'est un continent, c'est énorme, il y a plein de pays, il y a plein de régions, il y a plein de choses. Je comprends des pouvoirs publics que le pire pour eux, c'est de ne rien faire le temps qu'ils sont là. C'est de ne pas pouvoir afficher qu'ils ont réalisé quelque chose. C'est l'immobilisme. Et l'avantage de ces petits projets, c'est de permettre des réalisations qui ont un impact direct, positif sur la société. Donc ça, c'est important de les mettre en œuvre. Les pipelines de projets, Salim, je ne suis pas d'accord. Je suis passée par là. Et j'ai les conversations Allez, on y souvent va. avec, Allez, on y va. Avec, voilà, où la Banque mondiale dit au pays, vous ne pourrez avoir de financement que si vous faites du PPP, parce que j'ai c'est bien PPP, allons-y, machin, enfin, je voulais faire un raccourci. Et vous avez des pays qui disent, bon, bah, il me faut des PPP. Donc, la Banque mondiale leur dit, bon, bah, maintenant, amène-moi un pipeline de PPP. Donc, ils sortent le pipeline de PPP. Et après, on leur dit, il faut que tu en choisisses 10, les plus principaux, comme ça, voilà. Bon, alors, ils choisissent les 10. Et après, on leur dit, bon, il faut que tu en choisisses 3. Et après, ils viennent me voir en disant, bon, ben, j'en ai 3, et qu'est-ce que je fais? Je dis, mais qu'est-ce que tu fasses? Tu t'en fais rien. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est le sujet. Est-ce qu'on répond? C'est pas la méthode. C'est pas la méthode. C'est pas la méthode. On ne fera pas non plus, pour moi, de projets en Afrique comme on les fait en Europe. Ça n'est pas la même dimension, ça n'est pas la même culture, ça n'est pas la même approche temporelle, ça n'est pas la même approche. Moi, je retrouve des valeurs familiales, de transmission patrimoniale qui sont en Afrique, qu'on n'a plus ici, enfin, qui reviennent. C'est différent. Et donc, on est censé, il faut impérativement avoir une approche locale. Et le petit PPP oblige à avoir une approche locale. Et dans ce sens-là, il est facilitateur. Après, ce que je dis au gouvernement, c'est que vous n'êtes pas seul à faire du PPP et des DigiPPP. Vous n'êtes pas tout seul. Déjà, il y a tous les outils de mise en place de ces projets, comme les plateformes sources qui sont poussées par l'AFD ou la plateforme Peers qui est poussée par les Nations Unies. C'est des outils en ligne. Vous vous laissez guider, vous répondez aux questions. Hein. C'est simple, c'est comme quand vous voulez faire un régime sur Internet, vous répondez aux petites questions, voilà, à la fin, on vous dit il faut faire ça, ben là, c'est pareil. Donc, c'est assez accompagnateur. Et après, vous avez le secteur privé pour vous aider. Le secteur privé est là pour vous dire, voilà, ces critères SDG, vous n'êtes pas obligé de les mettre en place là, maintenant, one shot, ça va se faire sur la durée du PPP. On parle de transition, on ne parle pas de révolution. On y va doucement et on y va pas à pas. Le PPP, comme il est sur la durée, va permettre de construire cette durabilité au fur et à mesure. Ça se fait pas brutalement. Donc, j'aurais tendance à dire sur les écueils par rapport aux gros projets. Quelle est la question suivante? Ok. Les leviers, là, oui, je prends que les leviers, là. On parlera des écueils après.
Les leviers, c'est énormément la taille du projet, parce que ce sont des projets de petite taille, donc on répond immédiatement à un besoin sociétal. Si je reprends le projet de l'école, j'ai l'exemple en Ouganda d'une école de design industriel qui a été montée par un ami architecte, parce que c'est juste magique ce qu'il a fait, qui répond immédiatement à deux choses. Le fait que l'Ouganda s'industrialise, je vous invite à regarder les bus qui construisent Made in Uganda, c'est juste, c'est génial. Cette école répond aussi aux besoins de fabriquer du matériel comme une table, des chaises Made in Uganda locales, donc vous évitez les coûts de transport, vous évitez un tas de choses. Et puis, il reprend dans son école tous les gamins d'Ouganda qui sont partis en Europe faire des études d'architecte et qui reviennent et qui ne trouvent pas de boulot et qui retournent du coup bosser dans la ferme de papa-maman. Donc, bonne transition, je crois que tu avais un petit PPP qui part véritablement du terrain, un PPP agricole avec 4 coopératives qui se fédèrent ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc voilà, ça, je veux bien cet exemple. Ça aussi, ça c'est un projet au Gabon, et c'est là où je dis on peut pas penser de la même manière qu'on pense ici. Au Gabon, vous avez 4 saisons. Donc, les plantes peuvent pousser 4 fois plus que chez nous. Et le Gabon est un des premiers importateurs d'oignons. Pourquoi ils ne font pas pousser leurs oignons chez eux? Juste parce que c'est pas dans cette... On essaie d'amener une approche de culture industrielle européenne qui ne marche pas. Et donc, avec ce petit projet-là, on plante, on récolte, ça marche. Et c'est tout. Et en très, très peu de temps, parce que vous avez 4 saisons au lieu d'une, vous rentabilisez complètement l'achat des graines, l'achat de matériel, et vous pouvez passer à l'agriculture. Comment s'est construit ce PPP? Les 3 éléments clés qui ont permis la construction et le succès de ce PPP en 60 secondes en plus. En 60 secondes, le leader, le porteur du projet, c'est une personne qui s'inscrit dans le présent, dans le passé et dans le futur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas les 2 pieds dans la même botte. Pour parler pour un agriculteur, c'est principalement ça, et c'est la chaîne de valeur. C'est les deux choses. C'est-à-dire qu'on a pensé la chaîne de valeur de A à Z. Il s'est imaginé gagnant de l'argent avec un projet agricole, et à partir de là, on a déroulé toutes les étapes pour comment on amène les produits agricoles au marché, les poivrons, les courgettes, les oignons, comment on fait. Il faut acheter des camions, il faut de l'eau, il faut des graines, et à partir de là, on a fait le chiffrage. Et une fois qu'on a toute cette chaîne de valeur et qu'on a le projet qui suit sa chaîne de valeur et son planning, ça ne peut que marcher. Et en plus, ça permet de développer des chaînes de valeur durables et d'intégrer la durabilité. Vous vendez des produits qui sont beaucoup moins chers parce que la marge par rapport aux produits importés, elle est juste énorme, et vous avez des produits durables. Jacques, alors, je pense que dans les aéroports, c'est un peu plus compliqué, des chaînes de valeur durables, mais voilà, vos leviers de succès, des facteurs de succès pour de bons PPP. Je vais en profiter, je vais répondre un peu à Céline. On a fait les projets, pas directement ensemble, mais on fait pas mal de projets avec Meridiam, donc on connaît un petit peu. Alors, je veux dire 2 choses. Déjà, la première chose, c'est sur l'aspect objectif de développement durable dans les projets de PPP. Il ne faut pas oublier 2 points. Le premier point, c'est que la plupart des entreprises qui investissent, les grandes entreprises, ont des objectifs de développement durable, des RSE à respecter, et dans leur philosophie de développement des PPP, aujourd'hui, c'est très difficile d'oublier les objectifs de développement durable. Le deuxième chose, c'est que les financeurs, les banques, en Afrique, on a recours à des banques locales, mais on a aussi beaucoup recours à ça s'appelle l'IFI, les banques de développement international. Et ces banques n'ont de cesse d'augmenter leurs objectifs en matière de développement durable. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer des PPP qui n'aient pas une philosophie développement durable dans sa conception. Et je pense que c'est un côté positif qui vise à notamment réhabiliter les PPP. Moi, j'ai vu dans le sujet des aéroports, aujourd'hui, il n'y a pas une concession d'aéroport, on ne vous demande pas d'avoir des véhicules électriques, on ne vous demande pas d'atteindre ce qu'on appelle les accréditations carbone
Et pourtant, ce sont des gros projets. Et c'est au cœur du sujet. Alors, on pourra en parler longuement, mais je pense qu'aujourd'hui, PPP ne va pas sans objectif de développement durable, que ce soit du côté investisseur, que ce soit du côté financement et du côté gouvernement, qui essaye de l'intégrer. Je dirais que tout le monde n'en a pas forcément conscience, mais c'est quasiment un marche forcée. Alors, le sujet, c'est sur la différenciation gros et petits projets. Alors, on ne pourra pas éviter les gros projets, parce que de toute façon, il y a des besoins d'aéroports, de ports, de grands hôpitaux, de barrages, etc. Et mais ça, on peut les éviter dans la conférence. On peut pas faire un small PVP de barrage. C'est impossible, c'est tellement impossible. Donc, je crois que c'est pas l'un ou l'autre. Je crois simplement que la logique de petit PPP, elle vient du fait que, de toute façon, on ne pourra pas faire que des investissements, des gros investissements, que c'est compliqué parce que les gros investissements sont très coûteux en temps, sont très coûteux en développement. Dans le contexte africain, sont très difficiles à réaliser parce qu'il y a des risques politiques, il y a beaucoup de risques associés, et que si l'on veut avancer en matière d'atteindre des objectifs de développement durable, on est obligé d'avoir recours à des petits PPP, ne serait-ce que pour l'accès à l'énergie. On peut imaginer tout un tas de solutions, l'accès à l'eau, en fait, l'accès à la communication, on peut imaginer, et beaucoup d'outils. Et par contre, où je partage totalement ce que disait Salim, la réplicabilité des projets, faire de grand avec du petit, est pour moi quelque chose d'essentiel parce que ça permet d'accélérer les projets. Et quand on fait face à ce qu'on appelle l'instabilité politique récurrente dans beaucoup de pays africains, ça permet d'aller très vite parce qu'on a des solutions qui sont rapidement et faciles, peuvent être mises en place rapidement et faciles à mettre en place. Je pense que c'est une solution que l'on doit rechercher. Alors, en termes de levier, je pense qu'il y a un premier sujet qu'on rencontre en Afrique qui est un sujet de formation. Alors, ça progresse. Bon, pour l'avoir vécu encore il y a quelques années, je pense qu'il y a encore des sujets de capacity building qui sont très importants. Je dirais que c'est très important. Je pense que malheureusement, moi j'ai souvenir d'un projet qui a été développé à Madagascar. Mais on a été quasiment obligé de tout apprendre au pays, de A à Z. Alors, c'est ce qui met l'investisseur dans une position difficile parce que on a toujours l'impression qu'on fait à notre avantage. Mais je crois qu'il y a un sujet de capacité building qui est fondamental. Ça s'améliore, ça avance. Il y a de plus en plus de centres de formation au PPP, la certification CP3P, enfin CPI. Et il y a de plus en plus de Meridian. Il y a également des formations online qui se font de plus en plus. Et je pense que tout ça, ça concourt à faciliter le développement de ces projets. On peut parler également des sujets de financement. Bon, il y a beaucoup de ces projets qui sont notamment, quand on parle d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau ou autres, qui sont difficiles à réaliser parce que ça coûte cher, parce que le prix de revient final est élevé. Et je pense qu'une des solutions qui doit être explorée, c'est ce qu'on appelle le blended finance, donc le financement mixte, qui permet d'allier des financements concessionnels ou philanthropiques. Et je crois que la philanthropie a un rôle important à jouer dans les PPP, à des financements privés. Et l'objectif de tout ça, c'est de dérisquer les projets, d'offrir, je dirais, une plateforme, en tout cas financière, plus sécurisée et pour les investisseurs privés. Et c'est vrai que moins vous investissez, moins votre risque est élevé, et de développer des nouveaux aspects de projet. Alors, je dis ça, je ne mets pas en avant l'association, mais on a décidé cette année de réfléchir notamment sur ce sujet de blended finance. On s'est associé à une association qui s'appelle Convergence, qui travaille sur le sujet. Et je peux dire que l'Afrique est probablement un des
un des lieux où ces projets, ces financements de type blended finance sont le plus développés et devraient se développer. Merci. Voilà. Merci. Je retiens ma intervention. Eric, si tu veux passer la parole à Stéphane. Merci. On va rajouter une contribution, on va dire, rapide et musclée, de manière à tenir le timing qu'on ne tiendra pas. En tout cas, les débats sont très intéressants parce qu'on a des points de vue en même temps. Je pense que c'est de nature, c'est-à-dire un point de vue porteur de PPP ou de financement qui, eux, ont ces contraintes de taille, le temps, peut-être la matière première, c'est le temps que doit passer une banque, un fonds d'investissement, une agence de développement, etc., ou la Commission européenne pour étudier un dossier et le valider, fait que ça crée un seuil de taille critique de projet. Mais pour autant, ce n'est pas parce que ce seuil, pour lui, qui est le financeur, est à un niveau comme 10 millions d'euros, 10 millions de dollars, à peu près en général, pour des seuils de ce type-là, c'est fréquemment, que ça correspond au seuil du côté du porteur de projet, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu as pris, Salim, aussi, c'est finalement, on peut arriver à faire converger les deux contraintes. Et je pense que les illustrations que vous avez prises, je vais les reprendre, sont, à mon avis, des voies intéressantes. C'est qu'en fait, on a de toute façon ces deux contraintes, et si on n'en tient pas compte, on n'y arrive pas. Parce que quand on va frapper à la porte de Meridian ou d'autres, et on leur dit, bah, tiens, j'ai un super projet, mais il me faut juste 1 million de dollars, on dit, bah, écoute, c'est super, Stéphane. Je ne demande même pas. On va bien voir quand tu auras un projet de 10 millions de dollars. C'est exactement ça. Et encore 10 millions, c'est parce que je t'aime bien. Sinon, c'est 20. D'accord. Donc, en fait, premier problème. Donc, finalement, faire converger finalement la machinerie de montage de projet du côté des financeurs, avec des coûts fixes, et puis du temps qui est limité, avec effectivement les projets impact qu'on a évoqués. Ça, à mon avis, en tout cas, c'est un point important. Alors nous, ce qu'on a, et ce que je vis moi au quotidien aussi, c'est une autre dimension, c'est qu'on se rend compte que dans les leviers, une des préoccupations qu'on a, c'est de baisser le coût d'entrée au service. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le gros problème comme en Afrique, par exemple, tout à l'heure, la connectivité, qui est un truc essentiel, pour plein de raisons, c'est que ça coûte pour un foyer moyen africain 10 fois plus cher qu'un foyer français ou européen. Donc, pour avoir accès aux mêmes services, le coût de revient dans l'effort mensuel du pouvoir d'achat, c'est facteur 10. Donc, c'est insupportable. Or, comment on veut arriver à transformer le continent africain tant qu'on a cette barrière d'entrée? Et donc, moi, je pense que une des batailles qui est la nôtre dans la filière et chez Actis, c'est de tout faire pour réduire cette barrière d'entrée. Et pour moi, le financement est une clé. Pourquoi? Parce qu'on va avoir face à nous un certain nombre de défis, par exemple la mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir réduire ce coût, on est dans des métiers de coût fixe. Donc, un des trucs qui permet de baisser le coût d'entrée, c'est de mutualiser. 2, c'est de faire des trucs qui durent plus longtemps. Un projet dont l'infrastructure va durer 5 ans, alors que si elle était bien conçue, elle pourrait durer 15 ans, ça coûte 3 fois plus cher à l'arrivée, évidemment. Et ainsi de suite. Donc, en fait, et d'avoir des opérateurs qui peuvent investir en parallèle, etc., etc. De ne pas gérer aussi les grands ouvrages. Vous faites une route, vous êtes en train de casser les réseaux qui ont été déployés 3 ans plus tôt par les opérateurs d'énergie ou de télécom. Ça va coûter de l'argent, etc. De construire donc des logiques patrimoniales. Et Doris disait tout à l'heure, oui, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a une vision peut-être en Afrique un peu différente de la connaissance locale. Ben, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est le bazar. C'est que le patrimoine n'est pas géré en Afrique. Et donc, c'est un problème de fond. C'est qu'en fait, il faut au contraire développer une culture patrimoniale de ces grands ouvrages. Et là, on va contribuer fortement à abaisser le coût. Parce que si on voit sur le long terme ce qu'on va faire, automatiquement, quand on va acheter le procurement, c'est-à-dire les gens qui achètent, ne doivent pas voir combien ils dépensent, ils doivent voir combien de temps cet ouvrage va vivre et va délivrer ses services. Et là, ça me permet de reprendre la casquette de filière française et européenne, c'est qu'on a des concurrents, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, vous l'avez remarqué, puis on est dans un monde de bisounours. On va peut-être en faire un parc fermé quelque part, mais ce n'est pas la population qui se diffuse le plus, notamment en Amérique du Nord en ce moment, et en Asie. Donc le problème, c'est qu'on est dans un univers à compétition violente, et on a des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés pour gagner des marchés, pour dire les choses dans des termes très politiquement corrects. Et donc on se retrouve dans des situations où, aujourd'hui, il faut arriver avec une autre approche. Et donc pour pouvoir, nous,
différencier. Il faut arriver effectivement avec des financements, cette idée de blending, etc., des dons qu'on va associer à des projets de long terme. Et le problème que l'on a parmi les problèmes, alors ça peut peut-être passer au troisième point sur ce qu'il faut améliorer, mais en tout cas, c'est d'améliorer le mécanisme de financement et d'achat, et voire de lier ces financements de façon plus directe, comme le font certains de nos compétiteurs asiatiques, avec des logiques de vente dans leur approche qui ne sont pas des logiques de long terme et de patrimoine. Et donc c'est là où on peut se différencier, et c'est là où on peut, avec nos partenaires africains, développer, et puis rejoindre complètement le fait qu'il faut renforcer la capacité, parce qu'un des problèmes, c'est la maturité et aussi l'expertise des porteurs de projets. Et ça, il faut les aider. Salim, de la manière, puis ensuite je demanderai à chacun un frein majeur à lever en 20 secondes. Voilà, il est frustrant. Oui, je comprends. Bon, mais c'est comme ça. C'est difficile de parler des leviers sans parler des écueils, en fait, parce que les leviers répondent un peu aux écueils. Et beaucoup de choses qui ont été dites, je suis complètement d'accord sur la question de l'accessibilité tarifaire des services qu'on va offrir. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, il se trouve qu'on a annoncé très récemment notre investissement dans une société en Afrique du Sud qui déploie la fibre dans les townships et qui offre le service d'accès Internet haut débit à ces populations des townships, donc les quartiers très pauvres en Afrique du Sud, avec justement un modèle économique qui permet d'adresser cette clientèle en lui offrant un service à un coût qu'elle peut se permettre. Et c'est évidemment ce qui nous a attirés dans ce projet. Sur les leviers qu'on essaye d'utiliser, on a parlé de la question de la formation. Et effectivement, il y a une question de capacité institutionnelle qui est d'ailleurs, hein, on peut se le dire un peu là discrètement, c'est pas qu'un sujet en Afrique, c'est un sujet dans beaucoup de pays, y compris en Europe, aux États-Unis. Dès que vous ne traitez plus et que les grands ministères qui ont l'habitude de faire des infrastructures, vous commencez à aller travailler avec des collectivités locales, régionales, c'est des problématiques qui sont nouvelles et elles ont ce sujet de capacité. Alors nous quand même, un des leviers qu'on voit, auquel on croit beaucoup, c'est au-delà c'est pas rester juste à attendre que les personnes publiques soient capables et soient formées et qu'elles soient capables d'amener les projets en appel d'offres, etc. Et c'est d'essayer de travailler sur des modèles institutionnels où on va amener le secteur privé à travailler plus en amont, plutôt avec les partenaires publics, pour co-développer les projets. Et donc, c'est de manière intéressante, je disais, cette question-là, elle se pose aussi dans les pays développés, dans les économies matures. C'est ce qu'on commence à voir comme modèle en Europe ou aux États-Unis, avec des modes de procurement qui associent un peu différemment le secteur privé, plus en amont, à des stades de préparation et de conception des projets. Et ça, on le voit, notamment dans le secteur de l'énergie au Royaume-Uni. On a, nous, promu en France ce modèle. Et par exemple, on est aujourd'hui le partenaire de la métropole de Dijon pour le développement de projets d'énergie renouvelable sur son territoire, sur des modalités juridiques un peu innovantes, parfaitement légales, hyper transparentes, avec appel d'offres, etc. Et on pense qu'on peut essayer de développer ce type de montage en Afrique. C'est ce qu'on fait. On a, alors, spécifiquement pour le fonds dont je m'occupe, on a mis en place, à côté du fonds principal, un fonds qu'on appelle le fonds catalytique, et qui est une ressource ces 20 millions d'euros qui sont disponibles pour financer les études de préparatoires, les études de conception, et de façon
plus précoce et de faire ça évidemment en partenariat avec les États. Et donc on peut à ce moment-là travailler dans le cadre d'accords de joint venture ou de co-développement de projets. Et ce qui fait que l'idée, c'est pas qu'ils nous délèguent à nous le fait de faire tout le travail à leur place, mais c'est qu'on essaye de dire oui, on va vous apporter ça, mais après tout, nous, on n'est pas des personnes publiques, ou on l'a peut-être été dans notre vie, mais on n'est pas, en tant qu'investisseur, une personne publique. Mais par contre, en travaillant ensemble, eux, ils peuvent se former. Nous, on apporte notre savoir-faire. En plus, on apporte le financement pour les études. Et cette logique de co-développement de projet, on pense que c'est quelque chose de très efficace pour débloquer le développement de ces projets. Vous avez évoqué tout à l'heure le blended finance. Je fais juste une parenthèse en 3 phrases. C'est effectivement ces financements mixtes où on va associer des capitaux privés traditionnels, de l'argent concessionnel, des DFI et d'autres formes de financement. Évidemment, c'est essentiel pour arriver à débloquer les projets en Afrique, pour arriver à créer des conditions de rentabilité et de risque qui soient acceptables pour les investisseurs et les prêteurs traditionnels. Il se trouve que le fonds Turf, dont je m'occupe, on a embarqué cette logique de financement mixte dans le fonds. C'est-à-dire qu'il y a 3 tranches d'investisseurs dans le fonds. Il y a des investisseurs traditionnels qui recherchent des rentabilités traditionnelles d'investisseurs dans le fonds propre, mais on a aussi de l'argent concessionnel, etc., qui est intégré dans la structure de financement du fonds. Je pense qu'on fera une interview Africa Mutordi sur le fonds Turf de manière à partager dans le détail justement cette dynamique et que l'ensemble des audiences puissent y retrouver leur petit. Alors, c'est donc le jeu des 20 secondes, hein, le frein majeur en 20 secondes de votre point de vue, Doris. Et je fais le... C'est la non-professionnalisation du montage de projet. Voilà. C'est clair. Non, pourquoi? Parce que je pense que l'important, c'est de créer de la valeur patrimoniale pour pouvoir faire de la blended finance, c'est-à-dire que la personne publique va financer une partie des projets pour diminuer la charge de sorte que l'accessibilité à l'ensemble de la population soit supportable. Il faut une justification économique pour que la population accepte que l'État mette de l'argent quelque part. Et donc, ce quelque part, il faut qu'il ait une valeur et qu'il ait une valeur sur plusieurs générations. Donc, si vous créez un produit, un programme de maison, par exemple, immobilière, des maisons, pardon, sont forcément immobilières, qui ont une valeur de sorte que dans 100 ans, ces maisons sont toujours là et qu'elles aient une valeur et qu'on peut les revendre, à ce moment-là, oui, l'État peut investir dans un parc de maisons parce qu'elle a une valeur de revente. Et donc, il faut créer cette valeur de revente. La notion de valorisation du patrimoine a été refusée à l'Afrique pendant très longtemps. Je crois qu'il est temps qu'elle s'en saisisse. Merci. Jacques, 20 secondes. Alors, en 20 secondes, tout simplement, je crois qu'il y a un aspect qui est fondamental, c'est cet aspect compréhension des projets, pour faire en sorte que les projets puissent se développer rapidement. Moi, j'ai souvenir d'avoir des discussions sans fin sur le partage des risques dans les projets, et l'acceptabilité de ce partage des risques vient de la formation et de la connaissance. Donc, le fait de pouvoir travailler en amont, le fait, comme le disait Salim, le fait d'accélérer tous ces processus de formation, je pense que c'est essentiel pour que l'on puisse développer des PVP, impact par impact, ce qu'on veut, mais qu'on puisse développer des PVP. Stéphane. Je vais être très original parce que je pense qu'on est assez alignés. Donc, 2 choses. Tout d'abord, effectivement, la montée en compétences, ça reste fondamental dans le porteur de projet. Nous, au sein de la filière, notre préoccupation, c'est en gros travailler au développement de filières locales. C'est-à-dire, en fait, travailler à la coopération pour que les filières locales émergent avec un niveau de compétence parce qu'ils achèteront mieux et ils assureront une certaine forme de patrimoine de long terme. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des financements justement qui vont dans ce sens-là, c'est être capable de se dire, nous en Europe, eh bien, on va faire des financements de projets clés en main, des financements liés, c'est-à-dire qu'en fait, on accompagne des acteurs privés qui vont aller proposer, plus ou moins spontanément d'ailleurs, auprès des gouvernements, des acteurs publics du continent africain, des solutions avec le montage complet qui va être apporté. Et là, ça nous permettra d'être plus efficace et plus compétitif et plus efficace pour eux. Merci.
Tout le monde a pris 30 secondes, donc écoutez, je ne vais pas vous me permettre de vous brûler de la même manière. J'ai l'impression, alors on a beaucoup sur les écueils, un peu une petite musique, et j'y ai contribué, qui est de dire que les principaux écueils sont du côté des partenaires publics africains, de leur capacité institutionnelle, la formation, etc. Je vais retourner un peu le truc, puisque ça, on l'a dit, un des principaux écueils, c'est peut-être aussi du côté du secteur privé, notre naïveté sur la question du modèle économique de ces projets. Parce qu'on a tendance à dire « Ah, mais regardez, je suis venu avec une solution de financement, regardez, j'ai un investisseur, j'ai un prêteur, etc. » Mais on n'a rien financé du tout. En tout cas, c'est juste le crédit qu'on leur fait. La question, ça ne change rien à l'équation économique du projet. Un projet, c'est pas nous les investisseurs, c'est pas vous les prêteurs, c'est pas les acteurs privés qui payent. Il y a toujours, à l'arrivée, le seul à payer un projet, c'est le contribuable des États africains, c'est les États africains à travers leur base fiscale, ou c'est les usagers. Et donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce qu'on arrive souvent en disant j'ai un super projet, j'ai un projet, techniquement, c'est une solution qui est parfaite, et regardez, je viens avec un financement qui a été mobilisé, on n'a rien résolu du tout. Qui va le payer? Qui va payer le projet? Et ça, il ne faut pas oublier, je suis désolé, je prends plus de 30 secondes, le problème de la langue française, c'est qu'elle n'a qu'un seul mot pour financement, et donc ça trouble le débat, alors qu'en anglais, il y a deux mots. Il y a funding et financing. Et quand vous faites bien la différence entre ceux qui financent et qui ne sont pas ceux qui vont payer le projet, et qui n'ont rien résolu sur l'équation économique du projet, et le funding, qui sont ceux, in fine, qui vont effectivement payer le projet, payer l'infrastructure, vous avez quand même fait avancer en termes de concept et de clarté sur la difficulté à faire avancer le projet. D'accord. Olivier. Ouais, rapidement, 3 points. Les ODD, développement durable, souvent c'est du vernis, je suis désolé, hein, mais souvent c'est du vernis de par les autorités contractantes avec qui je suis en contact sur certains projets. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps pour un État africain sur un projet de building administratif où on regroupait plusieurs ministères. Et leur argument principal, c'était de dire, en fait, les plantons qui ramènent les paraffeurs d'un ministère à l'autre, ça coûte de l'argent, donc on a calculé le prix de l'essence. Et je les ai poussés dans leur retranchement, je leur ai dit, mais il y a des normes, on peut faire des bâtiments intelligents, des bâtiments qui ne consomment pas des BPOS, etc. Je ne suis pas ingénieur, mais voilà, pour moi, c'était de l'évidence. Ce que je veux dire, c'est que cette conviction de faire du développement durable, je suis pas persuadé, et ça c'est ton rôle, hein, toi, de prêcher la bonne parole. Voilà, de prêcher la bonne parole sur, faut pas que ça soit juste. Et pourtant, c'était un des États au monde les plus impactés par le réchauffement climatique. Donc, la grande surprise pour moi de voir ça. Donc, il faut pas que ça soit juste du discours, faut qu'il y ait une conviction politique de l'État contractant de mettre en place des projets de développement durable. Après, il va dire, mais oui, comment je finance ça? Parce que ça va me coûter plus cher. Ça va coûter plus cher de faire un bâtiment à énergie positive, par exemple. OK, comment je finance ça? Il y a une additionnalité pour moi. Des fonds TURF, c'est très bien, mais il faut des fonds qui puissent financer sur du très long terme, parce qu'il faut que ça se récupère, comme j'ai dit dans mon propos introductif. Ça va se récupérer in fine au bout de 20, 30 ans, donc il faut du très long terme. Le problème du financement en Afrique, c'est de trouver du long terme. D'accord? Et encore plus, j'allais dire, pour ce type de projet. Si tu as de la valeur, ça se refinance. Voilà. Il y a des mécanismes pour ça. Et puis, sinon, de les initiatives, notamment portées par le Bénin, de SDG Bonds, souscrit 3 fois pour. C'est de l'ingénierie, et là-dessus, ce n'est pas des choses qui sont évidentes. Vous voyez, là, sachant qu'il y a des solutions. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a des difficultés pour financer le long terme. Troisième point et dernier point. On parlait moi je parlais tout à l'heure des collectivités, parce que je pensais que c'est eux qui mettent en place ces projets. Je mettais les limites en disant, le problème c'est qu'elles n'ont pas les compétences humaines et financières, d'accord? Parce que même si légalement, généralement, elles ont les compétences pour s'occuper de l'eau, pour même s'occuper du transport dans leur collectivité, elles n'en ont pas. Une réflexion pour dire, peut-être il faudrait envisager des collectivités au niveau supérieur que des communes, et par exemple donner aux régions des vraies compétences dans le transport, dans tous les services de base, pour que ces projets-là puissent être faits. On l'a vu tout à l'heure, des projets qui sont réplicables, ou des projets qui sont groupés, des programmes. Les régions pourraient avoir des moyens et des compétences parce qu'ils mutualisent. Donc ça, c'est aussi une piste de réflexion. Oui, avec ces problématiques de décentralisation complexes à mettre en œuvre, de moyens financiers. Ça sera encore. Moi, honnêtement, je travaille pour des États, ils me disent, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, dans la collectivité, là, le maire, je ne suis pas sûr qu'il sache lire.
j'ai la faiblesse de croire qu'au niveau régional, le problème devrait moins se poser. Mais c'est pas, je suis peut-être utopiste, mais voilà, c'est une réflexion de dire peut-être qu'à un niveau régional, d'accord, parce que dans tous les pays, généralement, il y a des régions, et ben peut-être qu'on peut avoir plus de facilité à trouver des gens compétents et des moyens. Merci, je crois que c'était le mot de la fin. On a réussi à tenir à 4 minutes près le timing de cette séquence. C'est un exploit. Non, en général, on déborde très largement. Je tiens à remercier tous nos panélistes qui ont pu venir justement partager, contribuer. Vous pourrez revoir les interventions à travers le replay qui sera mis en ligne ultérieurement et sur lequel on communiquera. Et puis, je remercie également tous les participants en présentiel et online qui sont venus assister à cette belle séquence. Merci à tous.